Dans cette vidéo, on va prouver le théorème le plus utile de l'analyse, à savoir que si x est un extrémum local de f, et si f est dérivable en x, alors f' de x est égal à 0. Ce théorème est utilisé de façon systématique pour trouver les maxima de f. Imaginez typiquement que x soit une variable que vous contrôliez, comme le prix de vos biens, la production de votre entreprise, la quantité de chocolat que vous allez manger, ou la puissance à laquelle vous allez accélérer avec votre voiture. Et supposez que f de x calcule les effets bénéfiques du choix de la variable x, comme par exemple le revenu que vous tirez ou le plaisir que vous avez à avoir choisi une valeur pour x. Pour maximiser ce revenu ou ce plaisir, vous allez vouloir trouver une valeur de x qui maximise la fonction f. Bien souvent, pour trouver la valeur de x, ce que l'on vous dit de faire alors, c'est qu'il faut commencer par trouver les points où la dérivée de f s'annule. On a ensuite une poignée de valeurs à étudier et on peut conclure en comparant ces valeurs. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cela? C'est parce que l'on sait que les maxima dérivables de f sont forcément des endroits où la dérivée de f va être égale à 0. Et pourquoi ça c'est vrai? Eh bien c'est ce qu'on va prouver aujourd'hui. Alors on va commencer par essayer d'avoir un peu l'intuition de ce qui se passe, et en particulier on va essayer de voir ce qui se passe dans les mauvais cas. Par exemple si la dérivée de f est strictement positive, là on voit que la tangente du coup va aller vers le haut. Or, la tangente est l'approximation au premier ordre de f, donc si la tangente va vers le haut, on sent qu'en prenant des points qui sont légèrement à droite, on va voir une meilleure valeur de la fonction f. Autrement dit, on sent que x plus h, pour une petite déviation h strictement positive, va donner une meilleure solution, donc f de x plus h va être supérieur à f de x si la dérivée f' de x est positive. A l'inverse, si la dérivée f' de x est négative, strictement négative, alors la tangente va vers le bas. Et là, on sent qu'on peut faire mieux en allant légèrement à gauche cette fois. Auquel cas, on a f de x moins h qui serait supérieur à f de x. Alors, on va chercher maintenant à formaliser cette intuition. Et pour cela, on va supposer que x est bien un maximum local de f. Et on va suivre le raisonnement intuitif et comparer f de x à f de x plus h pour des petites valeurs de h positives. Alors formellement, il faudra introduire un grand h positif tel que x est vraiment un maximum sur l'intervalle x moins un grand h, x plus grand h. Mais je vais vous laisser de côté ces détails purement techniques et je vais vous laisser y réfléchir si vous le souhaitez chez vous. Bref. Comme x est un maximum local, ce que l'on peut dire c'est que pour h suffisamment petit, on a f de x qui va être supérieur ou égal à tous les f de x plus h. Alors ça, on peut le réécrire f de x moins f de x plus h supérieur ou égal à 0, juste en mettant le f de x plus h de l'autre côté. Et là, on voit une expression qui commence à ressembler à une dérivée. Donc c'est pas tout à fait encore la dérivée, je vous rappelle que la formule de la dérivée, c'est f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par h. Mais vous voyez que ça se ressemble beaucoup. En particulier si on prend des h strictement positifs et suffisamment petits, donc on va oublier la limite pour l'instant. On voit que le numérateur, c'est l'inverse de ce qu'on avait dans l'expression juste avant, du coup on sait que ça va être négatif. Et le dénominateur, on a pris h strictement positif, donc on sait que le dénominateur est strictement positif. Un truc négatif divisé par un truc positif, ça fait un truc négatif. Du coup, pour h suffisamment petit, on sait que f de x plus h moins f de x divisé par h va être inférieur ou égal à 0. Cette inégalité passe à la limite et on obtient f' de x inférieur ou égal à 0. Autrement dit, le fait que x est un maximum par rapport à des valeurs qui est à droite de x implique le fait que la tangente va vers le bas. Si vous y réfléchissez, ce que je viens de dire est la contraposée du raisonnement intuitif que l'on avait fait précédemment. On a fait la moitié du chemin. Pour étudier l'autre moitié, il suffit de faire le même raisonnement à gauche de x. On a alors f de x supérieur ou égal à f de x moins h pour des petites valeurs de h strictement positives. Et donc f de x moins h moins f de x qui va être inférieur ou égal à 0. On va diviser par moins h des deux côtés et on obtient l'inégalité f de x moins h moins f de x divisé par moins h qui est supérieur ou égal à 0. Comme on a divisé par un nombre négatif, l'inégalité change de direction. Et on sent maintenant que si on prend la limite quand h tend vers 0, on obtient la formule de la dérivée. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ça, on peut faire un changement de variable et remplacer moins h par k. Auquel cas on obtient f de x plus k moins f de x divisé par k inférieur ou égal à 0. Cette fois, on peut vraiment prendre plus normalement la limite quand k tend vers 0. Il faudra prendre par la gauche parce qu'on a supposé h positif, du coup k va être négatif. Et du coup, on obtient f' de x qui est la limite quand k tend vers 0 de f de x plus k moins
f de x divisé par k. Le cas où k tend vers 0 moins, juste à gauche, est plus restrictif. Du coup, si ça a une limite, alors forcément la valeur en 0 moins a aussi une limite et ça va être la même limite. Et du coup, on conclut finalement que f' de x va être forcément supérieur ou égal à 0. Du coup, on a conclu que f' de x est à la fois positif et négatif. On a donc bien prouvé f' de x égale 0, c'est QFD. Alors maintenant, pour compléter parfaitement la preuve, il faudrait que je résolve le cas aussi où x est un minimum local au lieu d'être un maximum local. Mais on sent que ça va être à peu près le même genre d'idée et je vous invite à le faire chez vous en exercice pour mieux sentir tout cela. Les idées de la preuve sont vraiment exactement les mêmes. Pour conclure, il faut aussi que je vous dise que ce théorème qu'on a démontré pour une fonction de R dans R, il se généralise aux fonctions de Rn dans R, c'est-à-dire vous avez différents leviers, vous avez tout un vecteur x est égal à x1 jusqu'à xn sur lesquels agir, et si x est un extrémum local, alors vous pouvez montrer par les mêmes mécanismes que ceux dont on a parlé ici, que les dérivées partielles de f en cet extrémum doivent être toutes nulles. Donc tous les dérivés partiels d rond f sur d rond xj en x doivent être égales à 0. Le vecteur de tout cela aussi doit du coup être égal à 0. Et en physique, ça correspond à la notation gradient de f, avec ce nabla, ce triangle inversé. Gradient de f de x est égal à 0, ou gradient de f, et du coup le vecteur des dérivés partiels. En mathématiques, souvent, on va préférer, plutôt que de considérer un gradient, un vecteur, on va préférer parler de la forme linéaire, de la forme différentielle de f, df de x, et qui va être égal à 0, ou df de x, c'est donc une forme linéaire, c'est-à-dire une application linéaire de Rn dans R. Mais bon, tout ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo.